Savoir nombreux à l'écoute de la 100.7 FM ou de nous regarder sur Espoir 47 à l'heure de ce nouveau numéro de votre émission Grand Jury. Grand Jury de ce jeudi va s'intéresser à la lenteur dans l'exécution des travaux sur le tronçon Colombe de la Paix, aéroport, et nous allons nous intéresser également au nouveau code pénal qui fait du bruit depuis quelques jours. Et pour parler de ce sujet, je suis en studio avec Abbas Issaka, patron du journal Le Mali Libéré. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour aux auditrices de KNTB et aux téléspectateurs de la télévision E47. Donc aujourd'hui, avec cette visite, on pense que au moins les partenaires en développement vont accompagner le gouvernement togolais dans sa lutte contre la pauvreté. Et Tchaboré, justement, toujours à la page 3 de votre journal, on peut lire l'art de mentir et de désinformer. Les Togolais sont-ils passés maîtres? Et c'est une question que vous posez. Oui, c'est une question que nous nous posons lorsque vous faites un regard ou bien vous faites une rétrospection d'un certain nombre de situations qui se sont passées dans notre pays et vu la manière dont les Togolais ont eu à prendre ces rumeurs et à en faire les commentaires. Vous vous demandez si vraiment au Togo nous ne sommes pas passés maîtres dans l'art de mentir et dans l'art de désinformer. Je prends le dernier exemple, c'est le putsch, la tentative de putsch qui c'est au Burkina Faso, où au pays ici les gens ont essayé ou bien ont tenté de mêler le chef de l'État togolais dans cette affaire. Je crois que tout le monde, vous avez eu à parcourir les journaux qui ont eu, il y a de cela 1 ou 2 semaines, qui sont revenus sur la question en s'appuyant sur un article qui a été produit par Jeune Afrique. Or, en fait, Jeune Afrique, dans sa production, a essayé de relater étape par étape la manière dont le chef de l'État togolais a eu à s'impliquer dans la résolution de cette crise et non pas à s'impliquer, à contribuer au putsch. Donc il fallait relever ça. Et lorsque je dis que nous sommes passés maîtres dans l'art de mentir et dans l'art de désinformer, j'ai pris plusieurs exemples. Vous vous rappelez en 2012, lorsque le chef de l'État togolais était en Israël pour une visite d'État, heureusement que j'y étais avec le chef de l'État là-bas, au moment où le chef de l'État faisait une présentation devant les opérateurs économiques israéliens pour vanter les mérites du pays, pour que ces opérateurs puissent venir investir dans le pays. C'est en ce moment que les gens ont trouvé que le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, était mort. Et la rumeur était partie. Vous avez vu comment cette rumeur s'est enflée et a pris. Et qui le bat et puis là, aller se reposer, là on pourrait comme. Mais s'il est allé en mission, parce que ce n'est pas lui seul qui est en mission, après même la présidentielle, beaucoup de ses collaborateurs sont allés pour faire des missions en élection. C'est-à-dire, il y a son rapporteur qui était au Rwanda pour les élections au Rwanda. Il s'appelle M. Daté, le premier rapporteur. Il était au Rwanda. Il y a d'autres qui étaient en Guinée. Et tout dernièrement, c'est Tafa Tabou qui s'est retrouvé en Côte d'Ivoire avec beaucoup de Togolais, avec les Djiri Tama et autres là. Et c'est pendant ce moment-là qu'on disait que Tafa Tabou est hémiplégique et le Togolais a pris ça aussi pour affaire comptant, argent comptant. Tout ceci là ont commencé par faire des commentaires. Aujourd'hui, c'est ces rumeurs-là, peut-être qui fabriquent même certaines personnes. La réalité là, mais lorsque vous dites que c'est pas ce que vous êtes en train de dire, que les rumeurs là sont fausses, on va vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Je crois qu'Anita, il faut avoir le courage de le dire. À 80%, ces genres de comportements, à 80%, sont notés au sein de nous, journalistes de notre corps, hommes de métier. C'est-à-dire que lorsque nous avons une information ou bien nous avons une rumeur, on prend la rumeur comme étant une parole d'évangile au lieu d'aller chercher, de jouer pleinement notre métier, c'est-à-dire d'aller vérifier, de pouvoir. Vous venez de dire tout à l'heure que c'est sur la toile que la rumeur par rapport à la maladie de Tafa Tabou circulait sur la toile. Vous voyez, c'est nous, les hommes des médias qui enflent
cette rumeur. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse extrêmement attention. Ce n'est pas seulement dans le cas de Tafa Tabe ou dans le cas du président de la République, mais il y a eu des informations qui ont circulé sur des tierces personnes dans ce pays, alors que après tout, ces informations sont révélées fausses. Et la plupart du temps, c'est les hommes des médias qui ont contribué à amplifier cette information. C'est vrai, comme le dit le confrère, il y a les titrologues qui sont là, les hommes des médias qui sont là. Il suffit de voir un titre sur une presse et c'est fini. Et il prend un client derrière et c'est lui qui se permet de faire le commentaire d'un article que quelqu'un d'autre a écrit. Et vous comprenez, c'est ça, c'est ce que nous vivons dans le pays. Seulement, cet article a été fait pour attirer l'attention des uns des autres, que si nous ne savons pas faire, nous sommes en train de ternir l'image de notre pays. Les gens ne nous connaissaient pas. Sur ce point, je ne vais pas en citer les exemples. Je crois qu'il y a des pays qui étaient réputés être des menteurs, reconnus être des menteurs. Le Togo n'en faisait pas partie. Excusez-moi, à l'allure où vont les choses, si on ne prend pas garde pour revoir. Ça fait partie également de la morale, de l'éducation et de l'institution civique, comme nous sommes en train de le dire. Donc je crois qu'à la lutte devant les choses, on ne prend pas garde. Je ne sais pas quelle éducation nous allons donner à nos progénitures. Voilà, nous allons changer de sujet et nous parlerons du tronçon aéroport Colombe de la Paix qui est soumis depuis quelques mois aux travaux de réaménagement. Le délai de livraison est prévu pour fin septembre, mais jusque-là, rien n'est fait. Abbas, qu'est-ce qui peut expliquer la lenteur dans l'exécution de ces travaux? Bon, peut-être, moi je dis que si les moyens ne sont pas encore suffisants pour continuer les travaux, il faudrait qu'on dise ça aux riverains. Parce qu'on s'est empressé même de renvoyer des gens sur ce tronçon Colombe de la Paix aéroport. On pensait que le sommet sur la sécurité maritime devait avoir lieu dans ce mois de novembre. Et finalement, ça a été reporté. Mais si c'est parce que ça a été reporté et que les travaux sont ralentis, ce n'est pas normal. Parce que lorsqu'on parle de février 2016, ou bien de mars 2016, c'est demain. C'est dans quelques jours. Il ne faut pas dire que c'est encore un an. Il faut accélérer les travaux. Du moment où on est allé demander aux riverains de quitter, et il y a même des banques là-bas à ce niveau qui ont dû fermer par rapport à ce genre de travaux. Il y a les sociétés également qui sont sur ce tronçon. Actuellement, même si vous voulez emprunter ce tronçon Colombe de la Paix, c'est avec des difficultés. Je ne sais pas si les gens même arrivent à accéder à ce tronçon, surtout ceux-là qui ont des travaux, des séminaires et autres ateliers qu'ils organisent au niveau de Agora Senghor. Les difficultés qu'ils ont. Il y a des contournements, mais c'est difficilement que vous allez accéder à ces genres de choses. Quelqu'un qui a des choses à faire urgentes, tu sais pas. Mais si on laisse ce truc-là traîner, je pense que ce n'est pas normal. Moi, je ne dis pas que je ne trouve pas que parce qu'une entreprise qui prend, qui est soumise, qui réussit à décrocher un marché, doit disposer des moyens. S'il faut préfinancer, c'est par rapport à ce préfinancement qu'on a pris cette entreprise en attendant que l'État paie. Mais si le préfinancement ne vient pas et que les gens doivent subir les conséquences de ce qui se passe actuellement, je ne trouve pas que ce soit normal. Il faudrait que tout ceci-là se passe, qu'on ne dise pas que c'est parce qu'on a reporté le sommet en novembre et en février, en mars prochain, qu'on va encore traîner les pas pour dire qu'on va démarrer les travaux à partir de janvier ou bien en février. Et pour finir quand les travaux sont là. L'hôtel de février qui est là, on est en train de continuer les travaux. Les travaux se poursuivent là-bas à l'hôtel de février parce que on dit que bien que les travaux soient beaucoup avancés, mais il faut faire de telle sorte que cet hôtel-là soit prêt au moins à 2 mois avant. On va faire l'essai à 2 mois avant même le sommet. Mais s'il y a des travaux de confection, de réaménagement des routes et puis même l'installation des fibres optiques pour permettre à Internet de se développer, si ça s'arrête parce que le sommet, ou bien si ça traîne parce que le sommet a été renvoyé en 2016, je ne trouve pas que c'est normal que cette situation se présente. Dans cette situation, Tchaboura, est-ce qu'on peut évoquer l'hypothèse du souci financier? Non, je crois que Abbas Issaka a dit quelque chose tout à l'heure de très important qu'il faudrait relever. Je crois que si l'État togolais n'était pas capable, ou bien
n'était pas mis en accord avec l'entreprise en question, il n'allait pas engager les travaux. Les travaux n'allaient pas être engagés. Je crois qu'il faut regarder cet aspect-là de très près. Si les moyens, l'État togolais ne savait pas, c'est-à-dire que s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas engager les moyens pour pouvoir réfectionner, bien refaire cette route en accord avec l'entreprise en question, cela ne devait pas être le cas. Et en cela, moi, je dis que moi, je mets cette cause peut-être à 10% de ce qui est en train de se passer. Peut-être il y a d'autres causes que les gens ne nous disent pas. Et en cela, c'est là nous avons toujours critiqué. Lorsqu'il y a des choses comme ça, nous avons besoin qu'on nous communique pour savoir qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est vrai que les confrères ont eu à relever, je n'ai pas eu le temps de lire l'article de 2 confrères, peut-être qu'ils ont relevé les causes de ce qui se passe. Mais ce qui était intéressant, parce qu'il y a un délai qui avait été déjà fixé, ce délai aujourd'hui n'est pas en train d'être respecté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est au ministère des Transports et également à l'entreprise en question de s'associer et de porter à la connaissance de la presse pour que la presse puisse relayer et donner l'information sur ce qui s'est passé et le délai n'a pas été respecté. Mais le paradoxe, c'est qu'on se tait, on ne dit rien. Les presses sont en train de se faire, peut-être à tort ou à raison, ils sont en train de nous dire ce qu'il y a, mais l'essentiel, c'est qu'il faudrait qu'on puisse nous dire qu'est-ce qui se passe, que jusqu'à ce jour, ces routes-là ne sont pas encore faites, c'est-à-dire en plus du fait que le délai est arrivé à terme. Pourquoi ceci là? Avant, on nous disait que c'est la pluie qui a retardé les intempéries, qui ont retardé un peu l'avancement des travaux. Mais si c'est le cas, qu'on puisse nous le dire. Mais on attend de me dire. Je crois que la communication, elle est très importante et je crois que la défense se trouve à ce niveau. À tout moment, ce n'est pas au Togo seul que les entreprises s'engagent sur certains travaux et n'arrivent pas à terminer, compte tenu d'un certain nombre de problèmes. Mais l'essentiel, c'est de nous dire qu'est-ce qui se passe ou bien qu'est-ce qui s'est passé, on n'est pas arrivé à terme. Alors là, si dans ces conditions, on relève que c'est parce que peut-être il y a l'entreprise n'est pas à la hauteur, il y a également les tests qui peuvent frapper cette entreprise et on peut retirer le marché auprès de cette entreprise et confier à une autre entreprise qui est capable de le faire. Je crois que c'est ça le problème. Il faut qu'on nous communique, il faut qu'on nous dise ce qui se passe. Je crois que c'est l'essentiel parce que tout ce qu'on dira ici, ce sont des commentaires, ce sont nos points de vue, mais je pense que les intéressés sont là également aujourd'hui pour nous dire ce qui se passe, pour qu'on puisse étudier. Si les gens ont bouffé de l'argent et on n'a pas pu arriver à terme de ce, qu'on n'a qu'à nous le dire et que l'État puisse prendre ses responsabilités. Je crois que c'est ça. L'autre hypothèse qu'on évoque également, c'est que l'entreprise qui réalise les travaux sur ce tronçon est également sur d'autres chantiers. Est-ce parce que cette entreprise-là est débordée, Abbas? Non, je ne pense pas que cette situation va se poursuivre. Le débordement est là parce que si l'entreprise sait qu'elle peut tout embrasser et faire ça au même moment et qu'elle a les capacités financières pour le faire, je ne vois pas pourquoi elle va dire qu'elle est débordée. Si elle est débordée, il y a d'autres entreprises qui peuvent prendre sa place. Mais du moment où cette entreprise s'est engagée à faire le travail pour lequel elle a soumissionné, elle doit le faire dans la réalité. Elle ne pas évoquer le problème qu'elle est débordée. Elle n'est pas débordée. Je ne pense pas que c'est qu'elle soit débordée. Mais la question qui se pose, c'est que BTP nous dise pourquoi actuellement les travaux qui lui sont offerts, il y a certaines parties qui sont qui roulent au ralenti. On ne comprend pas. Le ministère des Travaux publics également n'a qu'à nous indiquer parce que nous avons vu dans des coins ou dans des localités où les entreprises qui étaient en train de travailler et que le travail n'avançait pas, le ministre est descendu sur le terrain. Il a même sanctionné ces entreprises. Quand on a pris la route de Karabassa, où on était en train de bitumer et les travaux n'avançaient pas, le ministre avait fait une descente sur le terrain. Il a donné des injonctions à ces entreprises-là et a donné un ultimatum à ces entreprises. Et ces entreprises ont fait bien le travail dans le temps qui leur a été chose. Aujourd'hui, si on prend le tronçon aéroport et Colombe de la Paix aéroport, en plus c'est un grand tronçon qui relie l'aéroport au centre-ville de Lomé. Si ce tronçon-là est maintenant au ralenti,
par quelle voie les gens vont prendre pour aller en ville et venir même dans les hôtels. Donc tout ceci là, en fait le ministre des Travaux publics, c'est Nissaou Nofam du Croix, est interpellé. Il doit aller sur le terrain, dire aux Togolais, voilà qu'est-ce qui explique, dire aux Togolais, qu'est-ce qui explique le ralentissement de ces travaux. Est-ce que c'est parce qu'on a reporté le sommet ou c'est parce que le financement, l'argent qui était prévu pour faire ce travail-là ne suffit pas. Donc il faut qu'on nous explique, qu'on dise aux Togolais la réalité des choses, parce que il y a le délai qui était donné sur cette voie-là, c'est en principe, c'est déjà expiré. C'est en septembre dernier que ça devait finir, mais nous sommes déjà en novembre. Novembre, octobre, décembre. Ça ne roule pas. Qu'est-ce que le ministre attend pour venir dire aux gens, pour venir donner des injonctions à l'entreprise qui a pris le marché d'accélérer les travaux? Mais s'il n'y a personne comme Chicoteur, celui-là qui va booster les travaux, est-ce que l'entreprise, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'entreprise peut-être va dire que nous avons des priorités ailleurs qu'ici? Or, en principe, ce tronçon-là est plus prioritaire que les autres. Quand on a abandonné le tronçon qui va jusqu'à Vaughan, ça aussi, ça roule. Ouais. Ça pose problème. Ça pose problème parce que un sit-in demain, donc ça pose problème là-bas. Qu'est-ce qui explique le ralentissement des travaux ou bien l'arrêt des travaux à ce niveau-là? Le ministre n'a qu'à descendre sur le terrain et dire il ne faut pas attendre que les populations se soulèvent d'abord avant d'aller. Il faut expliquer, il faut anticiper les choses et aller expliquer aux gens voilà les raisons qui ont fait que les travaux sont arrêtés ou bien sont bloqués ou bien suspendus. On va vous expliquer, mais le problème, si on se tait, c'est que ça suscite des tensions. Demain, si les gens la font au niveau de sitting, les gens de Colombe de la Paix vont aussi se lever pour dire qu'ils vont faire le sitting, parce que c'est des gens qui ont ouvert des commerces à ce niveau. Et justement, parlant du ministre des Travaux publics, est-ce que vous pensez qu'il a un rôle à jouer dans l'accélération de ces travaux? Mais il a un rôle à jouer. Lui-même, il a eu à le prouver de par le passé, en allant sur le terrain et donner des injonctions à certaines entreprises. Ça, nous avons vu. Ça veut dire que lui-même, il a un rôle à jouer. À partir du moment où, non seulement il est membre du gouvernement, mais c'est lui le chargé. En principe, c'est lui. Je ne sais pas, il y a un terme technique qui est utilisé, le maître d'ouvrage. C'est lui le maître d'ouvrage. Donc, c'est à lui de faire en sorte que les choses puissent avancer. Alors, là, comme on l'a dit, le problème c'est là. Lorsqu'on voulait lancer ces travaux, je crois qu'on avait mis ça à la connaissance aussi au vu de tous les Togolais. Mais lorsqu'il y a un problème, je crois que les Togolais devraient également en savoir pour pouvoir prendre les dispositions. Je crois que nous avons un problème dans notre pays, c'est le manque de communication, et on l'a toujours dit. Lorsqu'il y a des choses comme ça, même si le ministre, en collaboration avec l'entreprise en question, ne peut pas s'associer pour faire une conférence de presse et expliquer la lenteur, un communiqué peut-être suffirait pour que les médias puissent relayer ce communiqué et dire aux populations que pourquoi, voilà ce qui est arrivé et que ce tronçon est arrêté, voilà ce qui est arrivé, que nous avons problème, nous avons des soucis à ce niveau. Je crois que les populations comprendraient. Mais lorsqu'on se tait, bon, allez, bonjour les dégâts, bonjour les rumeurs. Et vous savez, comme on le disait tantôt, les rumeurs au Togo, en tout cas, quand ça part de Anita, ça va d'Abba Sissaka et puis c'est tous les 56 600 km² qui sont envahis. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est un problème de communication. Il faut qu'on nous le dise. Alors, comme on a l'habitude de le dire, si les gens ont bouffé de l'argent par rapport à ce tronçon, qu'on nous le dise et que, en tout cas, si les populations vont se soulever, elles sont dans leur droit de se soulever. Mais le vrai problème, c'est qu'on nous dise ce qui s'est passé. Pourquoi les travaux sont arrêtés par rapport à ce tronçon Vaughan Table-Boulomé, et pour qu'est-ce qui se passe au niveau du tronçon aéroport Colombe de la Paix, nous avons besoin de le savoir. Alors, si on le sait et que le gouvernement arrive à convaincre, ou bien l'entreprise et le ministère arrive à convaincre la population et que tout le monde est convaincu que ce que les deux sont en train de dire, en tout cas ça relève de la réalité, on avisera. Mais de se taire comme ça, c'est ce qui n'est pas du tout bien.
et se taire comme ça, c'est ce qui n'est pas du tout bien. Est-ce que la RMP a également un rôle à jouer avec cette formation? Non, bon, la RMP, c'est pas lui qui attribue les marchés. La RMP est là pour voir la régularité d'un marché attribué. La RMP ne donne pas un marché à quelqu'un. Si la RMP constate que vous avez fait du faux dans les critères qui sont là, les faux papiers, vous avez fait, la RMP annule votre marché. Il vous sanctionne. Et il vous sanctionne. Et c'est ce qui s'est passé la dernière fois, c'était le lundi ou bien le mardi. Il y a 3 entreprises. Il y a 15 ou 12 ou 15 entreprises qui ont été sanctionnées parce qu'elles ont déposé des faux documents, des faux dossiers pour avoir un marché, pour gagner un marché. Donc la RMP n'a rien à voir dedans. La RMP n'est pas au plan technique sur le terrain pour dire que vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Lui est là seulement au plan juridique pour sanctionner ceux-là, les faussaires. Ceux-là qui font du faux usage de faux. Ceux qui font faux usage du faux dans l'octroi des marchés. D'accord, nous allons changer de sujet et c'est ce sujet-là qui trouble les professionnels des médias depuis quelque temps. Il s'agit du fameux code pénal qui, en son article 497, suscite des réactions tant au sein des professionnels des médias qu'au sein des juristes. Hier, c'était la sortie d'un communiqué d'une ligue de défense des droits de l'homme. Et est-ce que vous pensez qu'avec l'adoption de ce code, le gouvernement a opté pour la répression sur toute la nuit? Tchaboré? Non, je crois que c'est le constat que tout professionnel de médias se fait a priori. Et a priori, je crois que c'est le constat que nous faisons. Mais je crois que les spécialistes du droit, les juristes sont encore mieux nantis pour pouvoir nous expliquer à fond ce qui se passe. Et aujourd'hui, si tout le monde se tourne par rapport à cet article, je crois qu'il y a problème. Il y a problème. Et c'est en cela, moi j'apprécie la sortie de certaines organisations de presse. Je crois il y a le CONAP, il y a le JT, il y a la JST. Et la TOPEL et l'OPEL qui sont sortis, ils ont émis un communiqué demandant à une relecture de ce. J'ai vu également un communiqué du SYNGIT, un communiqué de SOS Journalistes en danger et d'autres organisations de presse qui demandent également, qui s'inquiètent également de cette situation, de cet article 497. Et je pense que c'est important que nous ne régressions pas, parce qu'il y a un code de la presse et de la communication qui est là, et nous sommes dans un pays où on est en train de moderniser les choses. On a dit qu'on est en train d'avancer, et avec ce code qui avait été mis en place et qui avait été salué par beaucoup de pays, et les gens venaient s'en inspirer. Aujourd'hui, si nous retournons au cas du départ, je pense que ce ne serait pas intéressant. Ceci étant, je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est de coordonner nos énergies pour voir ce qui a lieu de faire. C'est vrai que les présidents du groupe parlementaire, de certains groupes parlementaires, ont eu à se prononcer par rapport à cet article, mais c'est également vrai si les organisations de presse ont sorti des communiqués et ces organisations restent inquiètes par rapport à cet article. Je crois qu'il y a problème, cela veut dire qu'il y a problème. Et je pense qu'il faudrait fédérer nos énergies pour pouvoir aller discuter avec les acteurs, avec le président de l'Assemblée nationale, avec le gouvernement, et voir ce qu'il y a lieu de faire, voir si c'est possible pour qu'on puisse revenir à cet article et faire une relecture de cet article. C'est très important. Mais en tout et pour tout, je pense qu'il faudrait qu'on aille de façon professionnelle, c'est-à-dire qu'on essaie de coordonner deux énergies, comme je le disais tantôt, pour qu'on puisse mettre la pression sur le gouvernement et sur les députés pour revenir à cet article. Si nous sommes en train de jaser, c'est parce qu'il y a problème. C'est parce qu'il y a problème, et nous savons qu'il y a problème. Abbas, est-ce que le gouvernement a opté pour la répression sur toute la ligne? Oui, non. Peut-être que le gouvernement a opté pour un recul. Pas pour la répression, c'est pour un recul. Sinon, les dispositions même du code de la presse réprimaient la presse. Lorsqu'on dit qu'on a dépénalisé la presse, ce n'est pas parce qu'on a enlevé les peines de prison, c'est parce qu'on avait enlevé les peines de prison. Aujourd'hui, ce sont ces peines de prison-là qu'on ramène dans ce nouveau code.
pénal, alors que ça ne devait pas être fait, puisque il y a notre loi. Nous sommes une organisation spécifique, une organisation particulière. La profession est particulière et c'est pour cela que le gouvernement a fait un projet de loi sur le code de la presse et de la communication qui a été voté par l'Assemblée nationale. Et cette Assemblée nationale a jugé bon que c'est un corps spécial qui a droit à l'application d'une loi spéciale. Et ça a été fait ainsi. Et ça, c'est en rapport avec la Constitution de la République. Aujourd'hui, les dispositions de l'article 497 semblent être en contradiction même avec la Constitution. Et pour partir, c'est quand on veut mener les actions, c'est à partir de ça. Voir si ces dispositions-là ne sont pas anticonstitutionnelles. Parce que quand vous prenez la Constitution, j'ai oublié l'article, je vais le chercher, qui donne la liberté, qui parle de la liberté de la presse, elle ne demande pas d'emprisonner les journalistes. Et nous avons notre code de la presse qui, en son article 85, dit beaucoup de choses par rapport à la répression des délits de diffamation et de fausses nouvelles. Mais on ne peut pas aller à l'encontre de ça et sortir encore un autre article pour dire que au plan pénalement, le journaliste doit être condamné et envoyé en prison pour 6 mois à 2 ans de prison, d'emprisonnement et une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Ça, c'est trop lourd, ça. Pour quelqu'un qui a commis une infraction, un délit de presse, on va l'envoyer en prison. On avait eu cette situation ici avec une loi que nous avons appelée la loi Pitan-Tchala, où on avait dit que les journalistes devaient aller en prison pour 5 ans. Et nous avons même ironisé quand nous écrivons les articles, on disait tu fais un article, tu mets 5 ans de prison. Et finalement, on a fait le lobbying. Le chef de l'État, en ce moment, Fouye Yadema, on est allé le voir. Il a vu que cette situation n'était pas normale. Ce n'est pas normal qu'on emprisonne un journaliste pour ses idées. C'est ce qui a amené à ce que l'Assemblée nationale, en 2004, reprenne la loi pour arriver à avoir aujourd'hui un code de la presse et de la communication qui est la fierté du Togo et qui est recherché par les autres pays du monde. Si aujourd'hui on parle encore de la régression, c'est-à-dire avec ce code de la presse, je pense qu'on a opté pour un recul. Le code pénal plutôt. Le code pénal plutôt, on a opté pour un recul. Parce que le ministre de la Justice, la dernière fois, lorsqu'on lui a posé la question, il a dit que le code pénal ne sera pas beaucoup plus utilisé par les juges, que ce serait, comme la profession est particulière, c'est le code de la presse et de la communication qui lui sera appliqué. Lui, il a parlé. Le juge qui est là-bas, ou bien celui qui a porté plainte, va aller voir directement le juge. Le juge ne va même pas prendre notre code pénal et notre code de la presse. Il va prendre le nouveau code pénal et appliquer, lire les dispositions qui sont là-bas, appliquer ça aux journalistes. Le ministre est dans son bureau, il ne va pas voir ce qui est en train de se passer là. Les avocats ont beau crier pour dire non, c'est une profession libérale, exceptionnelle, spéciale, c'est ce code-là qui leur est appliqué. Le juge ne va rien dire parce qu'il a déjà une idée arrêtée. Quand vous prenez ce nouveau code pénal, c'est qui met sous éteignoir l'institution HAC. C'est à la HAC que tout se passe. Lorsque quelqu'un n'est pas content par rapport à un article qui a été écrit contre lui, il saisit la HAC et c'est à partir de là qu'on passe à une conciliation, à une médiation entre les parties. Si ça ne réussit pas, c'est en ce moment qu'on va à la justice. Il y a aussi les droits de réponse qui sont là. Il y a notre OTM que nous avons créé par rapport à nous, notre tribunal de paix. Et aujourd'hui, ce code pénal, ce nouveau code pénal est en train de mettre tout ça là sous éteignoir. Que va devenir l'institution HAC créée et qui est dans la Constitution. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que nous sommes là
en train de voir quelque chose qui est anticonstitutionnel et que pour mener le combat, c'est sur ce plan qu'il faut aller. On peut faire les communiqués, mais on ne peut pas sortir pour marcher. Mais on peut faire des lobbying, écrire des lettres au niveau de l'Assemblée nationale pour voir l'anticonstitutionnalité de ces dispositions 497 du nouveau code pénal. Donc on peut continuer les choses avant que le chef de l'État ne promulgue cette loi. Et s'il ne le promulgue pas, parce que ça va prendre 15 jours d'abord, et s'il ne promulgue pas, c'est dans les 15 jours, ça va entrer en vigueur. Donc il faudrait qu'au niveau des organisations de presse, on se batte, qu'on procède ainsi, on prend même les avocats pour qu'ils nous prennent la Constitution et les dispositions de l'article 497 et les dispositions de notre code de la presse et de la communication, et surtout par rapport au statut de l'institution HAC qui est prévu aussi dans la Constitution. Dans cette situation, Tchabouré, vous avez quelque chose à ajouter? Non, ce que j'allais dire par rapport au code pénal par rapport à cet article 497, je crois que ça met sous éteignoir tout ce qui a été prévu par le code de la communication, le code de la presse et de la communication. Ça veut dire que, ça il faut le dire, les gens ne vont plus s'intéresser au code de la communication et de la presse. Et on voit aujourd'hui l'inutilité, comme l'a dit le confrère, l'inutilité de la HAC. En principe, la HAC était là pour ça. Toutes ces procédures pour arriver à chose étaient contenues dans l'article 84 du code de la presse et de la communication, qui stipulait que lorsque quelqu'un se sent diffamé par un article écrit par un journaliste, je crois qu'il y a les procédures, il y a le droit de réponse qu'il faudrait envoyer, vous pouvez aller également à la HAC pour se plaindre, avant même, si cela ne vous sied pas, avant même d'aller devant les juridictions. Je pense que c'est très important, et comme le confrère également venait de dire, je l'avais déjà dit plus haut, il faudrait qu'on fédère nos énergies. C'est vrai, c'est bien de prendre les communiqués, il faudrait qu'on fédère nos énergies et faire des lobbies auprès des personnes les plus indiquées, auprès des institutions les plus indiquées, pour voir si ce n'est pas possible de faire une relecture. Parce que de par le passé, de ces genres de choses sont passées, on a refait même une relecture et on avait même demandé à la Cour constitutionnelle de voir la constitutionnalité de la loi et on était revenu sur un certain nombre d'articles. Je pense qu'il faudrait revoir, et moi, c'est très inquiétant parce que c'est la même Assemblée. C'est vrai qu'en 2013, il y a un renouvellement de l'Assemblée. Si je prends l'institution Assemblée, c'est la même Assemblée qui a voté le code de la presse et de la communication qui a été modifié. Aujourd'hui, c'est la même Assemblée qui vote le code pénal, où cet article fait aujourd'hui grand bruit. J'ai vu certains groupes parlementaires qui ne se sont pas prononcés, qui ont également dénoncé cet article-là, et qui ont également dénoncé cet article. Je crois que il ne faut pas qu'on crée les problèmes là où il n'y en a pas. Nous sommes en train d'avancer, le Togo est en train d'avancer. Aujourd'hui, nous avons fait des grands pas. Je crois qu'il faudrait commencer sur cette lancée. Il ne faudrait pas que quelques bruits galeux essaient de donner leur point de vue pour pouvoir gâter ce que nous sommes en train de mettre en place et ce que nous avons construit aujourd'hui nous tous. Et je reste avec vous, Tchabouré. Est-ce que la HAC peut faire quelque chose aujourd'hui pour permettre la relecture de cet article-là? Bon, je ne sais pas si la HAC peut faire quelque chose aujourd'hui. Je pense que il appartient à nos organisations de presse puisque l'article nous indexe, l'article nous pointe du doigt, bien que certains font comprendre que c'est tout citoyen togolais, on a comme l'impression que c'est aux journalistes que cet article s'adresse particulièrement. La HAC, non, moi je ne crois pas que la HAC va faire quelque chose aujourd'hui, à moins que la HAC également se sente mise à l'écart et elle voudrait quand même retrouver sa rôle. Également, il y a une loi organique qui régit le fonctionnement de la HAC. Il y a une loi organique qui régit le fonctionnement de la HAC. Alors, si la HAC sait que cet article empiète sur cette loi organique, je crois que c'est aux responsables de la HAC de réagir. Si la HAC veut réagir, la HAC réagira en tenant compte du fait que cet article peut-être empiète, ou bien certaines dispositions du code pénal empiètent sur le fonctionnement, sur son fonctionnement. Mais la HAC ne va pas aller réagir, prendre la place des journalistes et des organisations de presse que nous sommes. Je pense que c'est à nos organisations de presse de prendre le taureau par les cornes et puis d'aller, je le dis, de conjuguer nos énergies
Quand je dis de conjuguer nos énergies, je sais de quoi je parle. Lorsque nous allons mener un combat disparate, je pense que ça ne va pas aller. Il faudrait qu'on fédère nos énergies et qu'on puisse aller dire exactement ce que nous voulons, à qui de droit et aux intéressés, à des personnes indiquées. Je crois qu'on peut le faire. On a les possibilités, on a les moyens de le faire. Il suffit qu'on s'entende et on peut le faire pour amener le gouvernement à revenir sur cet article. C'est la même question pour vous. La HAC peut faire quelque chose aujourd'hui dans cette situation? Non, en fait, la HAC, c'est à nous d'appuyer la HAC. Parce que cette disposition de l'article 497 ont dépouillé la HAC de ses prérogatives. Finalement, la HAC va rester croisée là, l'institution de la République. Une institution de la République. Non, elle va programmer le passage des candidats. Qui a pour mission de réguler. Il n'y a pas une mission tous les jours. De réguler le fonctionnement de la presse. Et on va dire que cette institution, ses compétences ont été retirées et remises à la justice. Or, entre-temps même, la HAC a voulu se faire renforcer ses prérogatives. Et nous avons dit qu'elle va trop loin. Aujourd'hui, le code pénal lui enlève ces prérogatives-là pour amener devant les juges. Elle va croiser ses bras. Peut-être que ça nous de la pousser. Et d'autres choses, c'est que depuis longtemps, depuis 2004, le Togo n'a plus figuré sur le classement des prédateurs de la presse, de Reporters sans frontières. Avec cette loi-là, cette disposition, cet article 497, on est en train de retourner, de reculer de 100 ans en arrière, comme quelqu'un l'a dit. Et aujourd'hui, on peut nous dire que le Togo serait classé parmi les pays prédateurs de la presse. Le prochain classement, si cette loi n'est pas rétorquée, si on n'est pas arrivé à l'élaguer, l'enlever même, et ou même de la joindre d'un aliénat ou d'une disposition pour dire que non, en cas de quoi, c'est l'article, le code de la presse qui est appliqué, comme le demande le CONAP, ce qui veut dire que si on maintient les dispositions telles qu'elles sont dans ce nouveau code pénal, c'est que le Togo sera classé parmi les premiers prédateurs de la presse dans le monde entier. Nous sommes en train de lutter pour ça. On est sorti, mais on a dépassé ces genres de choses. Je ne vois pas pourquoi on est revenu encore pour corser le débat. Alors que le cadre est là depuis 2004 jusqu'à ce jour. Lorsque on n'a pas vu un prisonnier, un journaliste en prison, est-ce que ce n'est pas une fierté pour le Togo? Quand on crie des pays en prison leurs journalistes pour ceci, pour cela, est-ce que c'est ce que le Togo veut? Qu'on amène un journaliste en prison pour ses idées? Il faut que ceci-là, nous sommes au XXIe siècle et on est en train d'avancer à l'heure de la modernisation, à l'heure d'éthique, et aujourd'hui on ne peut pas se permettre ce genre de choses parce que quelqu'un se sent à rêver qu'il faut corser les choses. On met ça dans le code pénal. Le nouveau code pénal, on n'a pas dit qu'il n'est pas bon. Il est bon parce qu'il y a certains aspects de la vie qui n'ont pas été pris en compte. Aujourd'hui que ça a été pris en compte et qu'il y a une profession qui a aussi à sa disposition son texte qui le dirige, pourquoi annuler ce qu'il y a ici comme code de la presse, voté, adopté même par les députés à l'Assemblée nationale, promulgué par le chef de l'État? Pourquoi vouloir mettre ça à l'écart, vouloir piétiner ça, et on va nous mettre sur la loi générale qui est là? C'est pas normal. Donc cette loi générale même, cette disposition-là, je continue pas à le dire qu'elle est anticonstitutionnelle du côté de la profession et du côté de l'institution de la République qui est la HAC, qui se trouve dans la Constitution. Il y a le CONAP, comme je le disais un peu plus haut, il y a le CONAP, l'UGIT, l'IRATEL, la JST, la TOPEL et autres qui ont fait une proposition très intéressante dans leur communiqué. Et moi j'espère que le gouvernement va prendre en compte cette proposition dans ce communiqué
et voir ce qu'il y a lieu de faire. Je pense qu'il ne sert à rien qu'on engage un bras de fer. Il ne sert à rien. Il faudrait que le gouvernement puisse prêter une oreille attentive à ce que les organisations de presse sont en train de dire actuellement par rapport à cet article. Voilà, Tchaboré, hier, sur ce même plateau, on parlait du sujet et certains confrères ont dit que c'est nous, journalistes, qui avons prêté le flanc à un certain moment par nos écrits. Non, je l'ai dit tantôt, ça il ne faut pas le nier. Je l'ai dit, même lorsqu'on parlait de mon article que j'ai produit sur le mensonge et la désinformation, il faut dire la vérité. Moi, je le reconnais que nous également, journalistes, nous avons prêté le flanc parce qu'on en fait de trop par rapport à certains de nos écrits. On en fait de trop, nous avons prêté le flanc. Mais est-ce que il fallait aller jusque-là par rapport au code pénal qui a été voté par rapport à cet article? Moi, je pense que nos dispositions étaient là. Bon, il fallait que les gens appliquent le code de la presse et de la communication. Il ne faudrait pas qu'on hésite, parce que moi, j'ai comme l'impression que lorsqu'un journaliste est en infraction et on le conduit devant les juridictions, on prend, on engage la procédure, à un moment donné, on arrête. À un moment donné, on arrête. Et c'est ce qui fait que nous continuons. Je pense que si les gens sont sûrs d'eux par rapport à la procédure engagée, que les gens aillent jusqu'au bout et faire appliquer le code de la presse et de la communication. Faire sanctionner le journaliste si éventuellement le journaliste est en faute. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est vrai que, moi je l'ai dit, à près de 70%, même à 80%, nous journalistes, nous avons prêté le flanc parce que nous en faisons de trop. J'ai cité plusieurs exemples où les gens ont donné des informations sans aller vérifier. Les gens sont passés par des rumeurs pour créer beaucoup de problèmes dans ce pays et l'information est passée. Donc, je pense que nous également, nous journalistes, on doit se professionnaliser. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que les journaux, les journalistes qui sont sur la, c'est vrai qu'il y a les gens qui arrivent, mais ceux qui en font également sont là depuis longtemps et ils savent. Qu'ils savent ce que c'est que la profession et ils sont des professionnels, ça moi je le dis, mais il y a certains aussi qui abusent de cette profession, qui abusent et en donnant de fausses informations et en ne cherchant pas à vérifier les informations et les reproduire. Exact. Lorsque vous faites, le journaliste, je n'apprends rien à personne, nous sommes là pour reproduire les faits. Alors, c'est vrai, les commentaires sont là, nous sommes là pour reproduire les faits. Lorsque vous reproduisez les faits à travers les investigations que vous avez menées, je ne suis pas sûr que quelqu'un va vous poursuivre au niveau des juridictions. Si la personne tente de le faire, elle va se heurter à un mur. Donc, également, nous avons cette responsabilité et que nous sommes à 80% la cause de ce qui est arrivé aujourd'hui par rapport à ce code pénal. Abbas, nous avons encore quelques secondes. Avons-nous vraiment prêté le flanc? Oui, en fait, on a prêté le flanc, on n'a pas prêté le flanc. Le code pénal et le code de la presse et de la communication même prévoient des peines de prison en cas d'appel au crime, à la haine tribale et autres. Mais aujourd'hui, pour les diffamations ou autres là, je pense que c'est quelques brebis-galus qui sont là. Ce ne sont pas tous les journalistes qui ont prêté le flanc. Mais si on peut amener ces gens sur le terrain. Quand quelqu'un est devant une affaire qui est devant le tribunal, parce que le code de la presse aussi dit qu'il faut aller devant le juge, mais il faut poursuivre l'affaire jusqu'au fond, aller jusqu'au bout de la chose. On condamne le journaliste à payer 500 000 bien 2 millions. S'il n'arrive pas à payer, il est sous astreinte judiciaire. S'il est sous astreinte, ce qui veut dire que s'il n'arrive pas à payer, son journal est fermé et hermétiquement, il n'arrive plus à apparaître. Et de deux, c'est que on va venir lui prendre ses biens qu'il a parce qu'il n'arrive pas à payer pour rembourser les dommages et intérêts qui lui ont été faits. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de dépénalisation, il n'y a pas de dépénalisation en tant que tel. C'est les peines de prison qui ont été enlevées, mais les peines qui sont les sanctions sont là. Et ces sanctions-là conduisent à quelque chose. Si vous n'arrivez pas à respecter la décision de justice, c'est que vous allez avoir des problèmes. Ce qui veut dire que les peines sont là. Mais le code pénal là qui vient d'être voté est déjà en déphasage avec ce que nous sommes en train de vivre. Voilà, ainsi se referme cette émission. J'étais en studio avec Abbas Issaka.
patron du journal Le Mania Libéré. Abbas, merci d'avoir fait le déplacement. Merci, c'est mon. Et avec Tchaboré Bouraïma, patron du journal Le Messager. Tchaboré, merci d'avoir fait le déplacement. Oui, merci Anita. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et nous ont regardés également. Et vous ont regardé, ça il ne faut pas oublier de le dire. Et voilà, mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir. Je pensais que je n'allais pas dire ça.